Alors IBM, c'est International Business Machines, c'est ce qu'on s'en souvient, je ne suis pas sûre, mais son autre surnom, c'est l'éléphant, ou encore Big Blue, qui est lié à la couleur que portaient sur leur bleu de travail les salariés de l'entreprise. Une entreprise informatique plus que centenaire aujourd'hui, qui est représentée en plateau par Béatrice Kozowski, la présidente pour la France d'IBM. IBM, donc né en 1911, pionnier de l'informatique, devenu un spécialiste des gros systèmes informatiques pour les entreprises. C'est le créateur du PC en 1980. Et finalement, je dirais qu'aujourd'hui, ça reste la référence. Le personal computer reste à l'image de ce qu'a créé et imaginé IBM. Mais finalement, cette période, c'est aussi une période très chahutée pour IBM, qui décide, moins de 10 ans après cette sortie, d'abandonner le marché du PC grand public pour engager une restructuration et finalement se concentrer sur le conseil aux clients, l'apport de solutions digitales pour les entreprises. C'est un virage majeur qui est d'ailleurs suivi par l'ensemble de l'industrie informatique professionnelle par la suite. Donc là encore, on voit IBM pionnier dans sa stratégie. Et puis plus récemment, autre virage important, octobre 2020, IBM décide de changer ses plans à nouveau. Il se sépare en deux entités distinctes. C'est une autre structure maintenant indépendante d'IBM. Elle s'appelle Kyndryl, qui récupère l'activité de gestion des infrastructures IT des entreprises. Bonjour Béatrice Kozowski, voilà pour le paysage. Que reste-t-il en fait aujourd'hui de IBM après cette scission qui a été finalement mise de manière opérationnelle à l'épreuve depuis novembre 2021, donc il n'y a pas très longtemps? Alors aujourd'hui, c'est la nouvelle IBM. En fait, c'est pour nous un recentrage sur des activités à très forte valeur ajoutée qui nous paraissent être vraiment des raisons d'investissement et d'approfondissement pour ne pas se disperser, je dirais, parce que nous sommes, comme vous l'avez rappelé, sur un secteur d'activité qui est extrêmement exigeant en capitaux, en investissement, que ce soit en R&D, en acquisition, on le voit, en développement de compétences. Donc, aujourd'hui, la nouvelle IBM, elle se recentre sur ces deux piliers fondamentaux que sont le consulting et que sont la technologie. Et avec vraiment... Alors, quand on dit la technologie, c'est-à-dire, parce que c'est assez vaste. Voilà, absolument. Et les deux thèmes que l'on sert, je dirais, c'est tout ce qui est hybrid cloud et tout ce qui est data et AI, data et intelligence artificielle avec la cybersécurité en transverse. Donc la technologie, clairement, et vous avez évoqué les grands systèmes, donc on va retrouver les grands systèmes qui sont, je dirais, dans une phase de modernisation et d'innovation permanente. On continue à beaucoup investir sur cette technologie. Le domaine du power, le domaine du stockage. Les infrastructures, ce sont aussi les services que l'on peut consommer autour de notre cloud public. Donc clairement, le positionnement de notre cloud, c'est d'être sur les activités essentielles, extrêmement sensibles, très réglementées. C'est la raison pour laquelle nous avons annoncé notre cloud bancaire il y a 3 ans. Donc je dirais qu'on était aussi précurseur en la matière et qu'on est dans un mode opératoire et des technologies extrêmement sécurisées. Le plus haut niveau de sécurisation possible. Donc là, je dirais que vous retrouvez toute l'activité hardware. Et on est en train de préparer l'avenir avec le quantique, voilà, qui fait l'objet de beaucoup d'investissements et puis de beaucoup de progrès. On a annoncé en novembre dernier le fait qu'on est capable, avec ce processeur Eagle, d'avoir 127 qubits, ce qui est donc majeur parce que ça ne peut plus être simulé. Donc les simulateurs s'arrêtent autour de 50 qubits. Et surtout, ça nous met sur notre trajectoire pour atteindre plus de 1000 qubits en 2023, ce que nous avions annoncé. Et là, on va pouvoir véritablement utiliser le quantique pour démontrer l'avantage quantique sur des cas d'usage réels. Voilà. C'est presque un recentrage, un retour presque aux origines d'IBM, parce que je disais que l'entreprise est née avant les ordinateurs. En fait, l'activité de départ, c'était le calcul. Absolument, vous avez tout à fait raison. Et avec un cas d'usage qui était important, qui était le calcul des heures de travail des ouvriers, par exemple, dans les usines. Donc, et là, quelle est la vision alors pour, allez, on va dire, les 10 années à venir? Donc la vision, elle est... je voudrais vraiment associer à la technologie le software, parce que évidemment le software est absolument fondamental, bien sûr. Donc la vision, c'est vraiment d'accompagner les entreprises
vers l'hybride cloud, parce qu'on sait très bien qu'un modèle qui serait uniquement sur du cloud privé ou uniquement sur du cloud public serait vraiment limitatif, très réducteur. Ça ne permettrait pas aux entreprises d'aller profiter de tous ces services qu'aujourd'hui beaucoup de sociétés apportent et vont continuer d'apporter dans leur innovation, mais de façon agile, avec un time to market qui soit le bon, et surtout le fait de pouvoir se déporter sur n'importe quel type de delivery, des clouds privés, des clouds publics, en edge, par exemple, qui est évidemment un gros domaine de développement. Donc tout ça, ça milite pour avoir des clouds hybrides, où on s'appuie vraiment sur toutes ces, ces modèles d'infrastructures, et on crée avec la containerisation, et c'est pour ça que nous avons racheté Red Hat avec notre couche OpenShift, on crée la possibilité, en fait, si vous voulez, d'utiliser tous les services de façon agile, portable. Alors, on va revenir sur Red Hat. Moi, ce que j'entends, c'est que donc on se ressente sur une entreprise hyper technologique, donc oui, beaucoup de recherche et développement. Absolument. 6,5 milliards l'an dernier. En année de préparation de scission, comme vous l'avez rappelé, on a fait un investissement record en R&D. On va continuer. Chez nous, la R&D, ça veut dire qu'on sort 25 brevets par jour en moyenne, hein. 28 années. C'est combien de brevets IBM d'ailleurs au total ? Il faut refaire le calcul dans l'autre sens, mais c'est plus de 8000 chaque année, en fait. Et ça fait 28 années de leadership consécutif, si vous voulez. Alors, encore une fois, je pense que ce qui est fondamental, c'est l'utilisation, la pertinence de cette innovation, de ces brevets, à quoi ça sert, dans quelles conditions on les utilise. Et là, pour moi, ça va de pair avec un sujet sur lequel on investit aussi beaucoup, parce que c'est de l'investissement en argent, je veux dire, hein, des équipes de recherche là-dessus, sur toute cette notion d'éthique, on en parle beaucoup, notamment pour l'IA, mais pas uniquement, qui nous amène en fait à développer des produits, par exemple, et qu'on met après en open source, hein, c'est ce qu'on a fait notamment pour identifier des biais sur des applications avec des moteurs d'IA, par exemple. Mais ça nous amène aussi à prendre des positions comme on a fait en 2020, quand on a dit on va s'arrêter sur la reconnaissance faciale, alors qu'on en a sous le pied, hein, clairement. On va s'arrêter parce que les conséquences sur le plan éthique nous paraissent totalement inacceptables. Voilà, donc je pense que ça, c'est vraiment important de pouvoir... Donc c'est un travail aussi de réflexion très en amont sur les évolutions technologiques à venir. Mais j'ai envie de vous poser la question du business model aussi, parce que si on ne mise que sur la R&D, comment on se rémunère finalement ? Alors, la première chose, je vais vous dire ce sur quoi on ne se rémunère pas, parce que ça nous définit bien. Notre business model n'est pas dépendant des données. Voilà. Donc, on est une entreprise B2B, fondamentalement B2B, et nous travaillons pour aider nos clients eux-mêmes à aller être très compétitifs et donc à aller valoriser leurs données, les protéger, les valoriser, etc. Ça, c'est absolument fondamental. On a beaucoup investi, je vous parlais de notre activité logicielle, on a beaucoup investi dans le logiciel, notamment sur toutes les capacités pour de bout en bout, si vous voulez, travailler sur les données, la gouvernance des données, la protection des données, le nettoyage des données, tous les travaux de corrélation, d'automatisation, de blockchain. Dans tous ces domaines-là, si vous voulez, on a tout le dispositif pour que les clients puissent vraiment créer des nouveaux services et avoir vraiment des avantages concurrentiels très forts dans leur métier. Mais là, vous n'avez plus la branche, justement, qui vous permet de faire le lien entre ces technologies et la gestion des parcs des clients. C'est le deuxième pilier. Ouais. Qui est très conséquent, hein, je tiens à le dire, parce que c'est une activité de plusieurs milliards au niveau mondial. En France, notre ambition, on l'a communiqué très clairement, c'est de doubler notre taille dans les 3 ans qui viennent. Donc IBM Consulting France, qui emploie des milliers de personnes aussi en France. Donc c'est une activité qui accompagne les clients sur leur roadmap digital, sur la modernisation de leurs applications, sur l'usage justement de toutes ces technologies dont on parle. Donc voilà, donc on a ce bras armé de consulting qui est en fait complémentaire de l'activité que nous avons séparée, qui s'appelle maintenant Kyndryl, qui est vraiment dans les services d'infrastructure et l'infogérance. IBM France, qu'est-ce que ça représente ? Alors déjà, ça représente, je pense, probablement la plus française des entreprises américaines. D'accord. Mais oui, parce que vous l'avez dit, c'est vrai qu'on a plus de 110 ans. En France, on a été créé en 1914, première filiale.
qui s'est établie en dehors des États-Unis, c'est la France. Et c'est important, je dirais, cet ancrage à la fois territorial, on a 19 sites en France, et cet ancrage sur la durée, parce que ça permet d'éprouver justement la confiance dans les moments d'élan et dans les moments aussi peut-être plus compliqués. Oui, parce qu'en ce moment, justement, en France en particulier, on porte des sujets forts autour de la souveraineté numérique. Au niveau européen, puisqu'on a la présidence de l'Union européenne, c'est aussi un sujet qui est adressé par le président français, par Thierry Breton. Cette importance de réguler aujourd'hui les géants du numérique. Alors, vous l'avez dit, votre business model, c'est pas celui des GAFAM, oui. On l'a bien compris, mais enfin, vous faites partie quand même de ces géants du numérique. Vous proposez des solutions de cloud, donc de gestion des données. Vous êtes concerné par ces régulations. Comment est-ce que vous voyez tout ça arriver ? Est-ce que ça vous inquiète, ces restrictions sur l'extraterritorialité des transferts des données, par exemple ? Alors, c'est un sujet qui est exigeant. On l'a vraiment approfondi. On est très engagé dans ce domaine-là, que ce soit au niveau français ou au niveau européen. Et donc, on le comprend, en fait. On le comprend, on le respecte. Et je considère que c'est à nous de nous adapter pour que, à la fois les clients et les pays, et en particulier la France, qui est quand même très en avance, je dirais, sur l'expression du cadre de cette souveraineté, pour qu'ils soient rassurés. Donc, vous disiez vous et la France. Déjà, ce que je voudrais dire, c'est que on investit en France. On investit en France. Vous avez vu notre inauguration à Saclay. Donc, le fait d'être un acteur de confiance, c'est aussi ça, c'est de montrer que même si on est une société américaine, là on est une société de droit français, on continue à investir en France et à préparer aussi le futur. Alors en fait, je dirais que pour nos clients, déjà, notre credo, c'est que les clients soient souverains. En fait, j'inverse le raisonnement, qu'ils soient souverains de leurs données. Donc ça veut dire que déjà, effectivement, il faut des technologies, qu'elles soient matérielles ou logicielles, qui leur permettent d'avoir véritablement la souveraineté de leurs données. Donc, après, il y a toute une artillerie sur le plan juridique. Nous, c'est très clair. C'est vrai qu'on est une société de droit français, donc on n'est pas soumis au Cloud Act. Après, bien évidemment, la question peut se poser, oui, mais sous la pression, qu'est-ce que vous feriez si... Bon. Donc là, je vais vous dire très factuellement, parce que c'est intéressant. Donc nous, notre position a été de dire, et c'est un engagement qu'on a pris de façon très affirmée, par écrit, par oral, qu'on ne donnerait pas les données. On ne se soumettrait pas à cette pression qui nous viendrait et qu'on respecterait les lois de notre pays. Voilà. Et vous pensez avoir un positionnement différent en cela, par exemple sur le cloud des GAFAM, des Google, Amazon, Microsoft ? Alors, je ne veux pas préjuger des autres. Je sais ce sur quoi nous travaillons. Les groupes de travail sur lesquels nous sommes investis pour nous assurer que la réglementation même européenne, à laquelle nous sommes très favorables, est bien satisfaite. Je dirais qu'aujourd'hui, nous, à nos clients, on leur propose des solutions qui sont uniquement dans l'Union européenne, si ça leur convient pour les données. Ils ont la possibilité pour un certain nombre de technologies qu'elles restent absolument en France. Et par rapport aux annonces récentes, je dirais, du cadre de cloud souverain et de Secnum Cloud qui a été exprimé de façon très précise en France, en fait, nous... Parce que les premiers accords qu'on a vus, c'était avec Google et Amazon, Absolument, et Microsoft, absolument. Donc nous, en fait, c'est très simple. On considère que nous sommes le partenaire technologique d'acteurs qui sont eux-mêmes Secnum Cloud. Voilà, donc c'est comme ça, en fait, qu'on a trouvé un modèle. Donc, en fait, on a déjà des alliances et on travaille sur des alliances qui sont stratégiques pour nous. Pour les clients français qui sont vraiment soumis à une exigence Secnum Cloud, pour qu'ils puissent bénéficier de notre technologie, mais en s'appuyant sur un acteur avec qui nous avons une alliance et qui est Secnum Cloud, exemple, qui le sera. Vous auriez des exemples ? Voilà, ça sera communiqué dès que ça sera disponible. Mais en tout cas, je suis très Vous pourriez travailler avec des acteurs du cloud français ? Absolument. Voilà, des acteurs importants qui sont ou qui seront Secnum Cloud et dans un horizon proche, voilà, parce que pour nous c'est important de ne pas attendre 2-3 ans pour être capable de proposer ces dispositifs. Maintenant, je voudrais insister sur quelque chose, parce que tout à l'heure j'ai parlé du cloud bancaire et c'était volontaire. On a la même chose, je dirais, dans le domaine des telcos. On a des technologies qui sont plus sécurisées que le Secnum Cloud et nos clients le savent. Je pense notamment au confidential computing ou par exemple des capacités sur les clés de gestion des clés d'encryption et de la mise sous contrôle absolue entre les mains du client. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun collaborateur d'IBM qui ne peut accéder
à ces clés d'encryption, qui est un unique IBM en fait. Donc si vous voulez, la technologie, ça peut aller très loin pour sécuriser, rassurer dans ce monde où effectivement, c'est normal qu'on se pose des questions. Donc il y a bien le côté contrôle, maîtrise, souveraineté et le côté sécurisation. Le cloud bancaire, il a plus de 230 contrôles qui sont en temps réel et qui permettent de sécuriser ça et aussi de donner la traçabilité, ce qui est très important, notamment dans les secteurs d'activité très réglementés. Comme banque, par exemple, vous pouvez citer qui ? Alors, la banque, on a 60 banques déjà qui sont dans notre Advisory Council, qui travaillent en fait à la co-création de toutes les évolutions fonctionnelles de notre cloud bancaire. Il y a 60 banques. Il y en a 26 au niveau européen et il y a des banques françaises. Vous savez qu'on a un partenariat très particulier au niveau du cloud avec BNPP, puisque nous avons construit pour BNPP, en fait, la nouvelle génération de cloud telle qu'on l'a à Francfort et qu'on va l'avoir à Madrid, en mode privé pour BNPP. Voilà. Et puis, je dirais que nous avons des partenariats avec toutes les grandes banques françaises. Nous travaillons avec toutes les banques. Ok, vous avez commencé à l'évoquer. Quelle est la stratégie open source d'IBM ? Puisqu'en 2019, vous avez racheté Red Hat, qui est le leader mondial du développement et de la distribution de logiciels open source. Pourquoi ce rachat ? Oui, surtout que c'est un rachat qui, évidemment, a été beaucoup regardé parce que le montant de l'investissement, 34 milliards, était quand même très conséquent. Donc, ça ne date pas de 2019. En fait, ça faisait plus de 25 ans qu'on était très investi sur la partie open source, avec beaucoup de contributions, comme d'autres acteurs d'ailleurs. Je pense que c'est important et on continue. Mais la particularité, ça a été de considérer que le move to cloud, dont on parle énormément, finalement, il n'est pas simple et il exige une ouverture, cette notion d'ouverture. Ça, c'est vraiment notre credo. Ça fait quand même un certain temps qu'on a exprimé notre conviction architecturale en disant que les clients tireraient beaucoup plus de valeur dans des environnements hybrides et open. Voilà, c'est-à-dire que le lock-in nous paraît extrêmement dangereux. C'est dangereux par rapport à cette notion de liberté de souveraineté des clients dont on parle. Et dans des logiques réglementaires, un client qui ne peut pas faire marche arrière et passer sur un autre cloud, c'est aussi un problème. Donc c'est là où ça a été extrêmement séduisant de regarder l'offre de valeur de Red Hat, et notamment cette couche OpenShift, qui en fait est devenue aujourd'hui, on peut le dire, la plateforme de référence. Il y a plus du double de clients maintenant sur cette plateforme, 3800. Et c'est assez extraordinaire parce qu'en fait, ça permet vraiment d'aller très vite dans le fait de bénéficier de toute cette innovation de services sans se préoccuper de savoir si c'est hosté dans le cloud privé, chez un infogéreur, dans une usine. On sort des contraintes propriétaires. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est qu'on a protégé le modèle de Red Hat, parce que Red Hat avait un écosystème très important, ce que l'on veut absolument respecter. Donc, il y a un Chinese wall sur le plan opérationnel entre IBM et Red Hat, et IBM a énormément investi pour développer de la valeur ajoutée dans ces technologies. Toutes nos technologies, en fait, ont une couche d'OpenShift, je dirais, sur le plan logiciel et la compatibilité avec tous nos matériels. Et de la même façon, les équipes consulting ont développé des practices très importantes pour accompagner les clients dans la modernisation des applications autour des technologies de Red Hat. Bon, il ne me reste plus beaucoup de temps, ça file très vite. Je voulais quand même vous faire réagir sur la question des talents, puisque pour être une pure entreprise de R&D comme IBM, il faut énormément de compétences technologiques et on sait qu'on en manque. Quelle est votre stratégie là-dessus ? Je vais signaler quand même que vous êtes aussi au conseil d'administration du Syntec numérique en charge. Numéum, absolument. Numéum, pardon, oui, maintenant. En charge du programme social formation et attractivité. Donc, quelles sont les actions que vous pouvez mettre en place ? Et puis, parlez-nous aussi des femmes, puisque vous êtes une femme dans un monde d'informatique et que vos expériences n'ont pas toujours été si simples non plus. Donc, vous connaissez la problématique. Je suis d'accord, je peux témoigner. Non, mais je suis quand même assez enthousiaste et confiante, je dirais. Simplement, ce qui me paraît important, c'est de se regrouper. C'est pour ça que, personnellement aussi, je m'investis dans Numéum. C'est que ce côté mutualisation, si vous voulez, mobilisation un peu de tous les acteurs, je pense que ça, c'est extrêmement vertueux et indispensable. Donc, la bonne nouvelle, c'est que le numérique est un secteur créateur d'emplois. La projection que l'on a entre les acteurs du numérique et les donneurs d'ordre, entre 2017 et 2027, c'est 232 000 emplois.
créés. Donc c'est énorme. D'un autre côté, ce qu'on sait, c'est qu'on a des pénuries et beaucoup de tensions sur le marché. Donc, et puis, on se dit aussi qu'il y a toute cette dimension d'inclusion, parce que quand vous avez un secteur d'activité qui est créateur d'emplois, il faut tendre la main et aller chercher des jeunes qui se sont peut-être un petit peu perdus ou qui pourraient se perdre en route et profiter de cette voie-là. Donc ça, c'est notre programme PITEC, qui est un programme à l'origine internationale d'IBM, qu'on a lancé en France. Et je suis ravie parce que les écoles PITEC. Les écoles PITEC, voilà. Donc aujourd'hui, il y en a 5. L'objectif est de passer à l'échelle avec l'aide du ministère de l'Éducation nationale et puis d'autres acteurs autour de Numéum. Voilà, donc ça PITEC, ça me paraît très important. Je pense qu'il faut remonter un petit cran plus loin. En amont, c'est la 3e. Donc, en fait, on est en train de pousser les feux sur l'ouverture de stages dans les entreprises du numérique et pour IBM. Donc, clairement, nous, on a changé notre approche pour avoir beaucoup plus de jeunes en 3e. Là, on veut vraiment une attention particulière sur les jeunes filles parce que si on arrive à être à parité déjà sur les 3e qui viennent nous voir et dans PITEC, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, on se donne plus de chances après, si vous voulez, d'avoir plus de vocations, même si ça ne traite pas le sujet des ingénieurs. On va devoir s'arrêter là, je suis désolée, voilà. Merci beaucoup. Donc beaucoup de chantiers, on aura le temps d'en reparler, vous êtes en plein dans cette restructuration. Merci beaucoup d'être venu nous expliquer ce qu'était IBM aujourd'hui, IBM France aussi en particulier. Béatrice Kozowski, la présidente d'IBM France. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est l'heure de votre rendez-vous avec l'Espace, on va parler de l'actu autour de l'Ukraine. Moi, je vous souhaite un excellent week-end en attendant.